Bonjour les juristes talentueuses et talentueux, je suis Cynthia Anison-Lorbert, fondatrice du cabinet Jurinova, coach professionnel certifié et ancienne responsable juridique pendant 15 années. Je vous accompagne, vous les juristes, pour trouver l'environnement professionnel dans lequel vous serez entendu, vous serez écouté, vous serez reconnu et vous serez valorisé à la hauteur de vos compétences et de votre dévouement et qui correspondra à vos valeurs et vos principes. Et bienvenue dans l'épisode 29 du podcast Jurinova consacré à votre leadership et votre assertivité. Et pour tous les Jurinova qui nous rejoignent, le podcast Jurinova est un lieu dédié au pilotage de votre carrière de juriste. Je vous partage tous les vendredis des clés pour réussir et rayonner dans votre carrière juridique ou pour bifurquer vers une voie parallèle plus ou moins proche de votre profession actuelle. Nous nous intéressons à l'assertivité, votre assertivité aujourd'hui, au fait de fixer vos limites, c'est-à-dire de savoir dire non pour gérer votre temps de manière cordiale, donc de définir comment vous êtes chargé au niveau de votre charge de travail et comment vous pouvez éventuellement déléguer. Qu'est-ce que je pourrais déléguer pour alléger ma charge de travail et retrouver de l'espace-temps, de l'espace pour moi, pour réfléchir, pour prendre le temps de planifier, de prendre du recul, de voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut transformer, comment il faudrait modifier la manière de traiter les dossiers, etc. Tout ceci dans le but de fixer vos limites, de préserver votre temps et donc de préserver votre énergie, de préserver votre équilibre de vie, de préserver votre santé physique, de préserver votre santé mentale, de préserver votre santé émotionnelle et d'éviter l'épuisement professionnel, le burn-out. C'est toujours le même objectif pour être bien, pour être mieux, pour être bien dans votre quotidien et ne pas vous surmener surtout. Voilà donc ce que je vous propose d'aborder ici et c'est ce que je vais vous partager tout au long de l'épisode. Nous commençons. En situation tendue, l'assertivité traduit votre volonté de jouer la confiance et d'engager des relations sur le mode de la négociation au quotidien. Vous avez la volonté d'adopter une attitude constructive et efficace. L'assertivité, c'est l'art de dire ce que l'on pense ou ce qui ne va pas à quelqu'un tout en maintenant avec lui une relation constructive, cordiale. Mandela et Gandhi sont des exemples d'hommes ayant su faire preuve d'assertivité dans leur comportement et leur communication. Cette attitude se résume souvent par la formule « ni hérisson, ni paillasson », qui est en général très connue. Développer votre leadership suppose de développer votre assertivité. Les deux sont liés. Le leadership d'un côté est lié à votre capacité à vous exprimer et à communiquer avec assertivité. Pourquoi l'attitude assertive dans le milieu professionnel est bénéfique? Pourquoi cette attitude assertive est-elle bénéfique dans votre milieu professionnel? Elle vous permet à la fois d'être ferme sur le fond, vis-à-vis du problème à traiter ou de l'objectif à atteindre ou du dossier à traiter, et souple sur la forme, c'est-à-dire respectueuse vis-à-vis de votre interlocuteur. Donc, votre attitude assertive, votre assertivité va vous permettre à la fois d'être ferme sur le fond et d'être souple sur la forme, d'accord? Pour garder des relations cordiales, constructives et respectueuses de votre interlocuteur et de tout votre environnement humain qui vous entoure. On en revient à la notion d'environnement humaniste, d'environnement humain, de traiter les autres avec bienveillance, comme on aimerait être traité soi-même, d'accord? Et considérer soi-même également. Vous affirmer tranquillement, c'est faire preuve d'autorité tout en étant diplomate. C'est l'assertivité. C'est agir avec une main de fer dans un gant de velours. L'art de l'affirmation de soi est une capacité à exprimer votre différence, vos opinions, vos besoins, tout en étant accepté par les autres. C'est une approche efficace des relations interpersonnelles. Donc on est aussi sur la communication ici. L'assertivité, votre affirmation de vous-même, votre leadership, toutes ces notions vont vous permettre, une fois développées, d'aborder vos relations interpersonnelles de manière plus constructive grâce à une communication efficace et constructive, donc assertive. Quel est l'objectif recherché lorsque vous développez votre assertivité? Vous voulez adopter des comportements constructifs et efficaces et quitter vos 3 attitudes refuge que vous pouvez adopter dans différentes situations. Je vous cite 3 types de situations. Les situations tendues,
Deuxièmement, les situations d'inconfort. Et troisièmement, les situations quand les enjeux des autres divergent des vôtres, quand vous êtes en désaccord avec leurs enjeux sur vos enjeux. Donc, par exemple, en tant que juriste, vous avez des enjeux de conformité, de sécurité juridique, etc., en termes de contentieux également. Et par exemple, les enjeux des commerciaux divergent des vôtres. D'accord? Les enjeux du service développement vont diverger des vôtres. OK? Les situations tendues, donc c'est souvent les situations conflictuelles. Et les situations d'inconfort, c'est par exemple quand vous êtes en situation de nouveauté, quand vous avez un nouveau domaine du droit à aborder ou un nouveau produit ou un nouveau service à lancer sur lequel vous n'êtes pas encore aguerri, vous n'êtes pas encore expérimenté. Donc pour vous, c'est inconfortable puisque vous n'avez pas encore l'expérience. D'accord? Donc voilà pour les trois situations que vous pouvez rencontrer. Donc les situations tendues, les situations d'inconfort et les situations dans lesquelles les enjeux des autres divergent des vôtres. OK? Et donc, quelles sont les trois attitudes refuge que vous adoptez dans ces trois types de situations? Donc les trois attitudes refuge qui sont régulièrement adoptées sont les suivantes. Première attitude refuge, la passivité. Deuxième attitude refuge, l'agressivité. Troisième attitude refuge, la manipulation. Ces trois attitudes refuge constituent autant d'impasses coûteuses en termes de temps, en termes de stress et en termes d'argent pour vous. Quand devez-vous faire preuve d'assertivité? Dans quelle situation? L'attitude assertive vous est utile dans les trois situations que l'on vient d'explorer. Les situations tendues, les situations d'inconfort et les situations dans lesquelles les enjeux des autres divergent des vôtres. Donc, dans ce cas-là, comment pouvez-vous faire preuve d'assertivité? C'est vraiment la question que l'on se pose lorsque je vous accompagne dans le coaching, dans le programme coaching professionnel. Quand vous êtes en poste et que vous avez besoin de travailler votre assertivité, je vous accompagne pendant 4 mois sur différents sujets, dont l'assertivité et le leadership que l'on traite pendant 1 mois entier ensemble. Comment faire preuve d'assertivité? Comment vous pouvez faire preuve d'assertivité? Il y a 2 étapes. Première étape, il s'agit d'identifier votre attitude préférentielle en situation, votre attitude refuge dans certains types de situations. Deuxième étape, il s'agit de vous entraîner à remplacer votre passivité, à remplacer votre agressivité ou à remplacer votre manipulation par un comportement assertif. Donc, sur la première étape, le fait d'identifier votre attitude refuge en situation. Donc, vous allez identifier dans les différents types de situations que vous rencontrez. Donc, vous allez noter, repérer, observer les situations tendues que vous vivez, les situations d'inconfort que vous vivez, les situations de divergence de point de vue avec différents types d'interlocuteurs, différents services, d'accord? Vous allez identifier ces situations. Donc, les situations tendues, c'est les situations conflictuelles qui vont au conflit, où on ne se comprend pas. Les situations d'inconfort, ce peut être un manque de maîtrise, d'expérimentation, d'expérience, de connaissances, d'accord? Un manque de connaissances sur vos dossiers et peut-être un manque de connaissances de l'autre aussi, de ses enjeux, de ses besoins, de ses objectifs lui-même à atteindre. Et la divergence de point de vue, c'est lorsque vous êtes axé sur un objectif et les autres sont axés sur d'autres objectifs. Donc, vous avez forcément une divergence de point de vue dès lors que vous êtes sur la sécurisation de vos actes, la protection de la société, le respect de la réglementation sur tel et tel domaine, que ce soit RGPD, loi Sapin 2, la responsabilité pénale du dirigeant ou de l'entreprise, etc., etc. D'accord? Et là, vous pouvez avoir des divergences de point de vue par rapport à d'autres interlocuteurs, que ce soit les commerciaux, la direction générale, la direction financière, la direction du développement, des avocats, des fournisseurs, des clients, tous vos prestataires et vos consultants, donc en termes d'avocats, oui, mais aussi vos consultants fiscalistes, vos consultants sur RGPD, sur tout ce qui est conformité également, si vous êtes en charge de la conformité. OK? Donc là, vous identifiez dans ces 3 types de situations, tendues, inconfortables et les divergences de point de vue, vos attitudes refuge qui sont la passivité ou l'agressivité ou la manipulation. D'accord? Et donc, ces 2 étapes vont être notre méthode pour réussir à adopter des comportements assertifs, c'est-à-dire remplacer votre passivité, votre agressivité ou votre manipulation dans ces 3 types de situations tendues, inconfortables ou vos divergences de point de vue par un comportement assertif. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Premièrement, comment vous allez identifier votre attitude préférentielle en situation, votre attitude refuge. Déjà, pourquoi identifier votre attitude refuge, votre attitude préférentielle? Pourquoi est-ce que c'est si important? L'objectif principal ici est de vous permettre de sortir des comportements inefficaces, de vos attitudes refuge inefficaces que sont la passivité, l'agressivité ou la manipulation. Pour cela, il vous est utile de, premièrement, déterminer les origines possibles à vos comportements d'autorité inefficaces. Quelles sont les origines possibles à ces comportements?
Deuxièmement, il s'agit de reconnaître les manifestations de ces comportements les plus courantes. D'accord? Est-ce que vous êtes dans l'agressivité, la manipulation, la passivité et comment ça se traduit? Quelle est votre attitude? Est-ce que vous vous fermez complètement si vous êtes passif ou passive? Est-ce que si vous êtes agressif, est-ce que vous vous mettez en colère? Est-ce que vous élevez la voix? Est-ce que vous criez? Est-ce que vous parlez avec une voix blanche? Quand on dit la colère blanche, par exemple, une voix très sèche. Au niveau de la manipulation, est-ce que vous essayez de manipuler l'autre? Ok. Et troisièmement, il vous est utile de déterminer les conséquences néfastes que peuvent avoir sur votre entourage professionnel ces manifestations, ces comportements, ces attitudes refus. D'accord? Quelles sont les conséquences néfastes à tout ça? Comment identifier votre attitude préférentielle, votre attitude refus? Nous allons commencer par définir ensemble les 3 formes d'autorité inefficaces afin que vous puissiez déterminer dans quelle attitude vous vous réfugiez dans telle ou telle situation. Il s'agit donc de reconnaître et de nommer vos attitudes préférentielles qui constituent les 3 attitudes refuge, la passivité, l'agressivité et la manipulation. Nous commençons tout de suite par la passivité, les origines de la passivité. Vous pouvez avoir une représentation négative de vous-même qui se traduit par, premièrement, votre besoin d'être apprécié, deuxièmement, votre besoin d'être entouré, troisièmement, votre besoin d'être aimé, quatrièmement, votre crainte de vous engager personnellement. Cinquièmement, vous avez peur des sanctions. Sixièmement, votre manque d'intérêt. Septièmement, votre représentation erronée de la réalité. Quels sont les comportements types en matière de passivité, d'attitude refuge de la passivité? Premièrement, ce peut être votre neutralité apparente. Vous ne dites rien. Votre tendance à ne pas prendre parti. Exemple, ce n'est pas mon problème, je ne m'en mêle pas. Troisième comportement type, de l'abnégation. C'est tout simplement faire passer les intérêts des autres avant les vôtres. C'est-à-dire une forme de vertu, une forme d'ascèse, de renoncement, d'abandon, de dévouement, de sacrifice total au bénéfice d'autrui, au détriment de votre bénéfice personnel, de votre propre bénéfice personnel, pour le bien commun, pour ne pas entraîner de conflits, de problématiques. Quatrièmement, ce peut être votre modestie en toutes circonstances qui cache votre passivité. Cinquièmement, ce peut être votre esprit de conciliation et de politesse excessif. Ça peut également cacher votre passivité. Exemple, j'ai peur de le blesser. Donc vous êtes dans la conciliation et la politesse excessive. Sixièmement, votre sens de la discipline érigé en dogme. Exemple, le chef a dit que, donc vous respectez la parole du chef. Septièmement, votre absence d'initiative. Huitièmement, votre attitude de retrait qui consiste à parler peu et à poser peu de questions. Huitièmement, le fait de laisser prendre les décisions à votre place. Les autres prennent les décisions à votre place. Et là, ça caractérise également une attitude refuge de passivité. Quelles sont les conséquences néfastes de cette attitude passive, de votre passivité? Premièrement, ce peut être votre souffrance personnelle. À l'intérieur de vous-même, vous pouvez ressentir une souffrance extrême. Deuxièmement, la perte du respect de vous-même. Vous pouvez peu à peu perdre le respect de vous-même, puisque vous ne vous exprimez pas. Troisièmement, ce peut être votre rancœur. Vous pouvez ressentir une grande rancœur. Quatrièmement, votre ressentiment. Vous pouvez commencer à ressentir du ressentiment envers les autres, envers l'entreprise, envers votre management. Cinquièmement, votre marginalisation, votre retrait. Vous vous retirez des échanges, vous vous retirez des sujets. Sixièmement, votre déconsidération de la part de vos interlocuteurs. Plus vous vous retirez, moins vous posez de questions, plus vous êtes en attitude de retrait, de passivité, plus la déconsidération de la part de vos interlocuteurs, de vos pairs, de votre management, de vos clients, de vos fournisseurs peut se développer. Et septièmement, la médiocrité des résultats obtenus. Moins vous allez vous investir, vous intéresser, poser des questions, etc., eh bien, moins vous allez obtenir des résultats probants. Là, vous allez manquer d'éléments d'information, de pistes aussi pour explorer, pour aller plus loin. Et donc, il peut apparaître une certaine médiocrité dans vos résultats obtenus par rapport à ce que vous étiez capable de produire auparavant. OK? Et attention, je mets un disclaimer ici, attention à ne pas confondre la passivité que je viens de vous expliquer ici entre les origines, les comportements types et les conséquences néfastes par rapport à la prise de recul qui, elle, est positive et nécessaire. Prendre du recul, donc être silencieux ou silencieuse à certains moments pour observer, voir quelles sont les interactions, les problématiques, les enjeux juridiques, les enjeux sécuritaires, les enjeux risques, les enjeux financiers. C'est nécessaire, cette prise de risque et cette prise d'observation, ce temps d'observation, c'est positif. Là, je parle vraiment de passivité quand il y a un profond désintérêt, d'accord?
Quand il n'y a plus de prise d'initiative, quand il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus d'intérêt, on est en position de retrait. Ce sont deux choses distinctes. Deuxième attitude refuge, la manipulation. Nous allons nous intéresser à la manipulation ici. Donc, comme tout à l'heure, nous allons nous intéresser premièrement aux origines, ensuite au comportement type et pour finir aux conséquences néfastes. Et je vous donnerai également ici, par rapport à la manipulation, je vous donnerai également un disclaimer. Les origines de la manipulation. Vous avez des croyances ancrées, des pensées ancrées qui ont été apprises, c'est-à-dire acquises tout au long de votre enfance, puis de votre adolescence, puis de votre jeune vie d'adulte, et même encore tout au cours de votre vie d'adulte, du type. Il faut diviser pour mieux régner. Il est plus facile d'agir par personne interposée. La fin justifie les moyens. D'accord? Donc, essayez de repérer les petites phrases que vous vous dites dans votre tête quand vous vous sentez en situation non assertive, quand vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Quelles sont les petites phrases qui viennent en vous? Plus vous allez identifier cette petite phrase que vous vous dites de manière inconsciente, non, là on parle de conscience, mais quelles sont les premières petites phrases qui vous viennent, qui pourraient correspondre à des croyances, des pensées qui font penser à la manipulation. D'accord? Moi, je vous en donne trois, mais il y en a tout un tas d'autres. Hein. Donc, je vous répète, il faut diviser pour mieux régner. Il est plus facile d'agir par personne interposée. La fin justifie les moyens. Voilà les trois types de croyances que moi je vous donne, mais repérez, observez-vous, prenez le temps de vous observer pour trouver lesquelles vous correspondent, vous, qui pourraient correspondre à de la manipulation. Quels sont les comportements types de cette attitude refuge qu'est la manipulation? Premièrement, vous dissimulez votre objectif. Exemple, c'est pour ton bien que je te dis ça. Donc, vous ne donnez pas votre objectif personnel, vous parlez de l'autre. Deuxièmement, vous vous tenez en retrait. Troisièmement, vous parlez peu, par ellipse et insinuation. Exemple, vous voyez bien ce que je veux dire. Là, vous n'êtes pas clair, d'accord? Vous insinuez quelque chose que l'autre doit comprendre, mais finalement, il n'a peut-être pas compris ce que vous vouliez dire. Quatrièmement, vous tenez des discours différents selon vos interlocuteurs. Cinquièmement, vous flattez et complimentez à l'excès. Sixièmement, vous lancez des rumeurs. Exemple, méfie-toi d'un tel ou d'un tel. Septièmement, vous promettez beaucoup, mais vous tenez peu vos promesses. Huitièmement, vous utilisez des intermédiaires pour faire passer des messages. Et là, ce dernier comportement type rejoint la croyance précédente qui était « il est plus facile d'agir par personne interposée ». Donc le comportement type lié à cette croyance, c'est que vous utilisez des intermédiaires pour faire passer des messages. Les conséquences néfastes à cette attitude refuge, à cette manipulation, sont, premièrement, vous perdez votre crédibilité et la confiance des autres. Deuxièmement, vous engendrez de la passivité ou de l'agressivité de la part des autres. Les autres vont réagir vis-à-vis de vous de manière agressive ou passive, parce qu'ils vont sentir cette manipulation de manière inconsciente. Troisièmement, vous favorisez la délation. Quatrièmement, vous semez la zizanie dans ce cas-là, surtout si vous lancez des rumeurs, etc. Vous lancez quand même, ou que vous ne tenez pas vos promesses, vous semez la zizanie. Cinquièmement, vous ralentissez la réalisation du travail, puisque tout le temps passé à flatter, complimenter, lancer des rumeurs, ne pas tenir vos promesses, parler par insinuation, etc., ou vous tenir en retrait ou ne pas révéler votre objectif réel, fait perdre du temps à la réalisation des projets, des dossiers, à l'aboutissement des dossiers, d'accord? À l'aboutissement des procédures, notamment en contentieux, ou les créations, si les différents services sont en création de produits ou création de services, ou en cours de négociation de contrat. Et sixièmement, vous brisez la synergie du groupe. Dans ce cas-là, la confiance, la synergie qui a été installée dans le groupe, cette confiance innée qui est productive et qui rend le groupe, l'équipe efficiente, vous pouvez briser cette synergie et ça met des semaines ensuite à être reconsolidé. OK? Attention à différencier ici, donc c'est le disclaimer ici, attention à différencier la manipulation, donc c'est-à-dire des objectifs flous et des intérêts personnels prévalents, mais qui sont sous-jacents, qui sont inconscients, qui ne sont pas révélés, de l'influence, qui n'est pas la même chose. Il faut bien distinguer la manipulation de l'influence. L'influence, c'est une des qualités que le leader doit chercher à développer. D'accord? Faire preuve d'influence, ce n'est pas la même chose que de manipuler. Quand on est influent, on révèle ses objectifs. Troisième attitude refuge, l'agressivité. Donc, on va également voir ici les origines, les comportements types, les conséquences néfastes et le disclaimer. Les origines, ce peut être votre hypersensibilité qui fait que vous allez surréagir puisqu'il va y avoir des débordements émotionnels. Ce peut être deuxièmement votre frustration non gérée, plus ou moins consciente également.
Ce peut être, troisièmement, votre peur latente de l'autre, plus ou moins consciente. Vous avez peur de l'autre, de son regard, de son jugement, de son attitude, de sa réponse négative peut-être également, de son feedback, de devoir vous exprimer en sa présence. Quatrièmement, ce peut être votre désir de revanche, plus ou moins conscient. Vous avez envie de prendre votre revanche sur quelqu'un qui vous a heurté peut-être à un moment donné. Cinquièmement, votre manque de confiance en vous-même ou votre excès de confiance en vous-même. Dans ce cas-là, vous pouvez faire preuve d'agressivité, que ce soit un manque de confiance en soi ou un excès de confiance en soi. L'agressivité peut se révéler sur ce terrain-là. Quels sont les comportements types? Premièrement, vous parlez fort. Deuxièmement, vous n'écoutez pas. Troisièmement, vous ne maîtrisez pas votre temps de parole et vous interrompez les autres et vous monopolisez le temps de parole. Quatrièmement, vous faites du bruit quand quelqu'un d'autre s'exprime. Cinquièmement, vous réagissez sur un mode réactif, sur l'attaque, vous attaquez tout de suite. Vous n'êtes pas dans l'écoute constructive. Sixièmement, vous imposez votre objectif. Exemple, ça passe ou ça casse. Exemple, je ne veux pas le savoir. C'est comme ça, il faut atteindre cet objectif. Je ne veux rien savoir. Septièmement, vous adoptez une attitude arrogante. Exemple, débrouillez-vous. Huitièmement, vous faites de grands gestes brusques. Neuvièmement, vous vous montrez impatient ou impatiente, susceptible également. Dixièmement, vous cherchez à déstabiliser. Exemple, mais vous n'avez rien compris. Là, vous cherchez à déstabiliser par le jugement sur l'autre. Les conséquences néfastes. Première conséquence néfaste, votre efficacité n'est qu'apparente. Le blocage et l'inhibition de votre entourage, les personnes qui vous entourent, les personnes humaines, votre environnement humain autour de vous va être bloqué, va être inhibé dans ce contexte. Troisièmement, vous gaspillez votre énergie. Il s'agit vraiment d'un gaspillage d'énergie ici. D'accord, vous pourriez utiliser cette énergie négative de l'agressivité dans une énergie positive, constructive, bienveillante, humanisante pour votre environnement humain autour de vous. Quatrièmement, une augmentation inutile de votre stress, puisque dans ce cas-là, vous augmentez votre stress. Cinquièmement, cela peut engendrer la démotivation de votre entourage, de votre environnement professionnel, de l'environnement humain qui vous entoure dans votre service, dans vos différentes missions, au niveau de vos interlocuteurs. Le disclaimer ici, attention à ne pas confondre l'agressivité d'un côté avec la détermination de l'autre côté, qui est vertueuse également. Être déterminé, donc faire preuve d'influence dans l'atteinte de son objectif pour convaincre, ce n'est pas la même chose que de faire preuve d'agressivité, d'accord? Quand on est déterminé sur un objectif à atteindre, on sait faire preuve d'influence par une communication assertive, une communication influente, d'accord? Et respectueuse de l'autre, qui est vertueuse. Donc, être déterminé, c'est vertueux quand on est un leader. Être agressif, ce n'est pas être vertueux. Voilà pour les 3 attitudes refuge. Maintenant, nous abordons la deuxième étape de la méthode pour passer d'un comportement non assertif à un comportement assertif, d'une communication non assertive à une communication assertive. Donc, je vais vous proposer de remplacer votre passivité ou votre agressivité ou votre manipulation par un comportement assertif. Et dans ce cas-là, vous me demandez souvent en séance, donc pendant l'accompagnement coaching professionnel qui dure 4 mois, où je vous accompagne quand vous êtes en poste, quand vous êtes installé en poste et que vous avez besoin de travailler votre influence, votre leadership, votre assertivité, votre communication. On travaille pendant 1 mois l'assertivité et le leadership, d'accord? Donc là, je vais vous guider à travers cette méthode en 2 étapes. Donc là, on va voir la deuxième étape pour justement adopter un comportement assertif, pour passer donc de vos attitudes refuge, agressivité, manipulation et passivité, à un comportement assertif. Et c'est ce que l'on fait pendant l'accompagnement coaching professionnel. Pendant les 4 mois, on travaille ces différentes situations. Donc, on identifie les situations ensemble, les situations d'inconfort, les situations tendues, les situations lorsque les enjeux des autres personnes autour de vous divergent des vôtres, pour que vous puissiez adopter une communication assertive tout en étant respectueux et respectueuse des autres en face de vous, des personnes qui vous entourent dans votre environnement professionnel. D'accord? Donc ici, on va voir la deuxième étape de cette méthode. Comment passer, premièrement, de la passivité à l'assertivité. Deuxièmement, comment passer de l'agressivité à l'assertivité. Et troisièmement, comment passer de la manipulation à l'assertivité. Donc voilà, et c'est souvent les questions que vous me posez lorsque vous prenez rendez-vous à l'entretien exploratoire qui est gratuit. Souvent, on explore déjà, on identifie déjà certaines situations qui caractérisent votre quotidien dans lesquelles vous n'êtes pas à l'aise et vous ne savez pas comment sortir soit de votre passivité, soit de votre agressivité, parce que parfois il y a du débordement émotionnel, ce qui se comprend également quand il y a beaucoup de frustration, un manque de reconnaissance,
un manque de soutien, un manque de partage, un manque de valorisation de vos résultats, de votre implication, de votre investissement personnel, etc., etc., de vos capacités également, intellectuelles, relationnelles, etc. Donc souvent, il peut y avoir de l'agressivité dans ce cas-là. Et il y a également de la manipulation. Parfois, vous identifiez de manière plus ou moins consciente que vous savez faire preuve de manipulation puisqu'il y a des situations très inconfortables ou très tendues à gérer. D'accord? Donc, comment sortir de cette passivité, de cette agressivité, de cette manipulation? Je vous donne tout de suite des exemples. Premièrement, comment passer de la passivité à l'assertivité? Donc, je vous donne 11 exemples. Premier exemple, parlez dans les 3 premiers à l'occasion d'un tour de table en groupe. Exposez vos idées, d'accord, vos objectifs. Deuxièmement, prenez l'initiative de dire bonjour et au revoir. Communiquez. Troisièmement, apprenez à connaître chacun en échangeant avec lui, à connaître chacune des personnes qui vous entourent au niveau professionnel d'une manière un petit peu plus poussée que juste le bonjour, le au revoir et le prénom. D'accord? Quatrièmement, exprimez votre humour. Montrez votre personnalité, ce qui vous caractérise. Cinquièmement, regardez dans les yeux les autres personnes. Osez les regarder dans les yeux. Sixièmement, osez exprimer vos goûts et vos préférences et ne vous justifiez pas. Exprimez vos goûts, vous exprimez vos préférences, mais vous ne vous justifiez pas. C'est un partage. Septièmement, vous posez des questions claires et maintenez l'intonation quand vous posez vos questions. Même sur les derniers mots. Maintenez bien votre intonation sur toute la longueur de votre question, qu'elle soit bien entendue et qu'elle soit claire pour l'ouïe de l'autre en face de vous. Huitièmement, répondez de façon directe à la question posée. Neuvièmement, osez dire je. Parlez en votre nom et non le nous ou le on. Exprimez-vous bien avec le je, comme quoi c'est vous-même qui vous exprimez. Et ne vous cachez pas derrière le nous de l'équipe ou du service. Dixièmement, exprimez plus souvent ce que vous ressentez pour être plus proche et pour être plus chaleureux, pour exprimer vos émotions, donc pour connecter sur un autre terrain que le terrain intellectuel, pour connecter également avec l'autre sur le terrain émotionnel. Et là, on touche à l'intelligence émotionnelle et relationnelle. D'accord? 11e point, osez plus souvent dire non à une demande pour vous faire respecter, que ce soit un non définitif ou un non pour retarder dans le temps. Par exemple, quelqu'un vient vous poser une question à 8h30 un matin, alors que vous avez prévu ce matin-là de boucler tel ou tel dossier ou telle négociation ou tel contrat ou tel contentieux, où vous avez des réunions à venir, à préparer, eh bien dans ce cas-là, dites non. Soit vous décalez dans le temps, vous exprimez le fait que vous avez des priorités ce matin que vous n'allez pas pouvoir, il faudra se voir l'après-midi, le lendemain ou la semaine suivante. Soit vous dites un non catégorique si le sujet ne fait pas partie de vos prérogatives et de ce que vous avez à traiter, ce que vous voulez traiter. D'accord? Apprenez réellement à dire non. C'est également un des points que l'on aborde ensuite dans tout le module sur l'assertivité et le leadership. On a une semaine entière consacrée au fait d'oser dire non, puisque c'est extrêmement difficile pour certains et certaines d'entre vous de dire non. Cela revient souvent à l'enfance. Vous n'aviez pas le droit de dire non. Et c'est un blocage qui est récurrent chez beaucoup de personnes, et moi je l'ai connu pendant de nombreuses années, donc je sais de quoi je parle. Dire non à un moment donné, c'est être impoli en fonction de l'éducation que l'on a reçue, d'accord? Donc il y a d'autres manières de dire non qu'un non catégorique N-O-N, et c'est ce que je vous apprends également dans le programme coaching professionnel au niveau du module 3 sur l'assertivité et le leadership, c'est de dire non d'une manière cordiale en formulant votre non d'une autre manière que par le N-O-N. D'accord? Deuxièmement, comment passer de l'agressivité à l'assertivité? Donc là, je vais vous donner 13 exemples. Premier exemple, détendez-vous et choisissez une position d'ouverture. Donc également dans le programme coaching professionnel, vous avez tout un module sur la communication et cette fameuse position d'ouverture. Au niveau de la communication, il y a la communication verbale et la communication non verbale, d'accord? La communication verbale a un impact très faible finalement et c'est la communication non verbale qui va vous aider à comprendre l'autre et vous-même à exprimer ce que vous avez à exprimer. Et donc dans ce bonus, puisque c'est un bonus que je vous donne au niveau du coaching professionnel, dans l'assertivité, c'est tout le bonus sur la communication, d'accord? Les postures d'ouverture, notamment les bras non croisés, d'accord? La manière de se tenir dans son siège si vous êtes assis, d'accord? La manière de se tenir si vous êtes debout. Les gestes avec vos mains, comment se comportent vos mains,
D'accord? Et se détendre, il s'agit ici éventuellement de pratiquer la respiration, tout simplement. Vous pouvez respirer 3 fois de manière lente, inspirer et expirer pour vous détendre. D'accord? Deuxième point, pour passer de l'agressivité à l'assertivité, souriez en prenant contact. Ça également, c'est une position d'ouverture, une posture d'ouverture. Vous souriez, donc vous mettez en confiance l'autre et vous vous ouvrez par le sourire. D'accord? Troisièmement, pensez à établir la relation, à la maintenir et à la fidéliser. C'est-à-dire, pour établir une relation, il y a différentes manières de faire. Il y a le bonjour et le au revoir si vous vous voyez tous les jours. C'est plus facile. Vous pouvez peut-être déjeuner ensemble s'il y a un restaurant d'entreprise, etc. Vous pouvez prendre un café de temps en temps ensemble. Vous pouvez vous faire des réunions régulières si vous êtes plus éloigné ou si vous êtes en 100% télétravail. Bah, vous pouvez faire des points réguliers dans la semaine par visio. D'accord? Et peut-être un point café, tout simplement. Le matin en arrivant, vous fixez 10 minutes, un point café avec telle et telle personne pour maintenir la relation. Si vous savez que la personne a des grands enjeux ou des deadlines qui sont proches ou qui viennent d'être passés, vous pouvez soit féliciter si vous avez assisté à la réunion ou au dossier, à la finalisation du dossier. Vous pouvez éventuellement féliciter la personne. Si la personne, vous savez qu'elle est en pleine préparation, vous pouvez peut-être lui demander également comment elle va, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous pourriez peut-être lui apporter une aide ou un conseil ou quelque chose. Vous voyez, pensez à établir cette relation, la maintenir et la fidéliser. Donc l'établir, c'est de se mettre en relation avec l'autre. La maintenir, c'est de poser des questions sur les dossiers en cours, comment ça se passe, comment ça va, etc. Si vous connaissez des éléments de sa vie privée également, par exemple, s'il y a des enfants, vous pouvez demander des nouvelles des enfants au moment de la rentrée des classes, des vacances. Voilà, il y a tout un tas de sujets. Au moment de Noël, vous pouvez demander à la personne qu'est-ce qu'elle fait pour Noël ou qu'est-ce qu'elle fait pour ses vacances si vous savez qu'elle part en vacances, d'accord? Et la fidéliser, c'est-à-dire la féliciter, la valoriser, quand elle a réalisé des objectifs, quand elle a atteint des objectifs, mais également lui demander conseil sur vos propres dossiers, sur vos propres analyses, sur vos propres objectifs, vos propres stratégies, peut-être la solliciter, cette personne également, pour lui montrer, lui démontrer votre confiance en elle. D'accord? Quatrième point, exprimez votre désaccord en souplesse, c'est-à-dire laissez une sortie honorable à votre interlocuteur. Ne le mettez pas en difficulté. Si votre interlocuteur fait preuve peut-être de mauvaise foi, ce qui arrive régulièrement, exprimez votre désaccord en souplesse, c'est-à-dire ne le mettez pas face à sa mauvaise foi. D'accord? Laissez-lui vraiment une sortie honorable. Ne le déshonorez pas devant tout le monde, par exemple. Vous pouvez peut-être régler votre compte entre quatre yeux à un moment donné, mais en public, avec d'autres personnes, attention à ne pas le déshonorer. Laissez-lui une porte de sortie, une sortie honorable. Ensuite, vous prendrez les décisions en conséquence. Si cette personne a fait preuve de mauvaise foi, les prochains dossiers, peut-être que cette personne ne sera plus associée, puisqu'elle n'a pas été capable de s'en excuser, de s'en expliquer, etc., etc. Ça, ce sera une décision que vous prendrez après. Mais sur le moment même, lorsque vous exprimez votre désaccord, faites preuve de souplesse. Soyez factuel, ok. Évitez l'émotionnel, l'agressivité, et restez sur son honneur, respectez son honneur. Cinquièmement, commencez par reconnaître les aspects intéressants des propositions de votre interlocuteur avant d'exprimer un désaccord. Ok. Donc, vous commencez par exprimer ce qui est positif dans ces propositions. Okay, et ensuite, vous exprimez votre désaccord. Vous ne le mettez pas en difficulté dès le départ. Okay, vous instaurez un climat de confiance, de respect et de reconnaissance de la valeur de l'autre. Sixième point, reconnaissez les bonnes idées et les propositions de votre interlocuteur. Là encore, vous instaurez le climat de confiance, le contexte de reconnaissance pour que l'autre ne se sente pas pris au piège, ne se sente pas tout de suite incriminé, d'accord? Vous lui donnez un feedback sur ses idées, sur ses propositions, et un feedback qui fait preuve de reconnaissance sur les bonnes idées, les bonnes propositions, d'accord? Septième point, dites-vous que convaincre, c'est bien, mais que laisser l'autre proposer sa solution, c'est encore mieux, d'accord? Donc, ne soyez pas arc-boutés sur votre volonté de convaincre à tout prix. Laissez aussi l'autre s'exprimer, proposer sa solution, sa vision des choses, sa manière de voir la sortie du dossier ou la manière d'atteindre cet objectif, d'accord? Écoutez-le, soyez dans l'écoute dans ce cas-là. Huitième point, écoutez et laissez l'autre finir ses phrases. Donc, on continue par rapport au septième point. Ici, dans le huitième point, il s'agit vraiment d'écouter l'autre et de le laisser finir ses phrases, même si vous voulez convaincre, que vous êtes convaincu que ce n'est pas le bon chemin, que ce n'est pas la bonne méthode, la bonne stratégie, que ce n'est pas comme cela qu'il faut le faire, laissez-le finir ses phrases. Ne le coupez pas. Écoutez-le jusqu'au bout pour le respecter dans son honneur, pour faire preuve de bienveillance.
D'accord? Sinon, il va se sentir non écouté, dévalorisé, il risque de se démotiver. Neuvième point, ne vous arrêtez pas aux détails et préférez prendre du recul pour jouer gagnant-gagnant. Sur tout ce qui est exprimé, tout ce que vous entendez, ne vous attachez pas aux détails. À un moment donné, prenez du recul, prenez un temps pour analyser tout ça et observer ce qui se passe pour peser le pour et le contre. Toujours en ayant comme objectif que ce soit gagnant-gagnant, que chacun conserve son honneur, que chacun sorte gagnant de cette conversation ou de cet objectif ou de ce challenge. Dixième point, selon les enjeux, demandez-vous si cela vaut le coup de polémiquer. Déterminez les enjeux. Et est-ce que ça vaut le coup de s'investir? Choisissez vos combats également. Quels combats sont à mener, quels combats ne sont pas à mener, d'accord? Et à un moment donné, dites-vous stop à vous-même. Ok, ça, je peux laisser tomber, l'enjeu est très faible. Ça, je ne peux pas, donc je vais continuer à écouter, continuer à essayer de convaincre et d'influencer. Ok. 11e point, acceptez les erreurs, les vôtres et celles des autres. D'accord? Acceptez vos propres erreurs et acceptez les erreurs des autres également. Chacun a le droit à l'erreur. C'est en période d'erreur que l'on progresse, que l'on avance, que l'on apprend sur soi, sur ses dossiers, sur des techniques, sur des connaissances. On acquiert de nouvelles connaissances dans ce cas-là et souvent on développe d'autres manières de faire. D'accord? Donc on est en plein boom, en pleine croissance quand on fait des erreurs. 12e point, n'ayez pas un niveau d'exigence excessif vis-à-vis de l'autre. Attention à votre niveau d'exigence. Intéressez-vous à l'autre. Jusqu'où est-il prêt à aller? Jusqu'où cette personne peut aller? Est-ce qu'elle n'a pas ses propres limites? Est-ce que vous pouvez lui en demander autant qu'à une autre personne de votre équipe, par exemple, qu'à un autre de vos interlocuteurs, qu'à un autre de vos clients ou de vos fournisseurs? D'accord? Vraiment, faites attention au niveau d'exigence que vous demandez aux uns et aux autres. Ils n'ont pas forcément le même niveau d'exigence que vous-même envers vous-même, et certains ne vont pas pouvoir atteindre le même niveau d'exigence que entre l'un et l'autre. 13e point, dites-vous stop si vous êtes tenté de dire quelque chose de désagréable. Interrogez-vous avant de prendre la parole, de dire quelque chose. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va avoir une utilité constructive de dire quelque chose de désagréable? Est-ce que ça va être constructif au final? D'accord? Donc, dans ce cas-là, vous vous dites stop tout de suite. Troisième point maintenant, comment s'entraîner pour passer de la manipulation à l'assertivité? Quel comportement adopter pour passer de la manipulation à l'assertivité? Je vous propose 9 exemples. Premièrement, vous pouvez aller vers les autres sans méfiance, adopter un a priori positif envers l'autre. D'accord? Donc, essayez de couper court à toutes les petites phrases qui viennent dans votre tête, tous les jugements qui viennent automatiquement, puisque tout le monde en a, sur l'autre, d'accord? Pour adopter un a priori positif. Et ça demande de hacker son cerveau. Ça demande une gestion cognitive assez fine. Et ça, vous allez pouvoir le faire que si vous le pratiquez tous les jours. Peu à peu, ça va venir. Vous allez réussir à stopper ces pensées négatives, ces jugements automatiques, ces croyances sur l'autre pour adopter un a priori positif sur l'autre avant d'entamer le sujet. Comme ça, vous restez en position d'ouverture dans votre communication. Et l'autre ne va pas sentir de manière inconsciente votre méfiance si vous êtes en situation d'ouverture. D'accord? Vous avez un a priori positif sur l'autre, donc vous êtes en situation de confiance pour l'instant avec les éléments dont vous disposez, et vous avez toujours un a priori positif. Cet a priori peut évoluer en fonction de l'échange, mais quand vous débutez l'échange, vous êtes dans un a priori positif envers l'autre, donc une attitude de confiance. Deuxième point, osez exprimer vos sentiments et vos opinions sans les transformer en questions. D'accord? Donc, vous exprimez vos sentiments et vos opinions par une phrase, mais vous n'utilisez pas une phrase interrogative dans ce cas-là. Vous ne le transformez pas en question. Alors, pour ceux qui ont des enfants qui sont CE1, CE2, ça va vous parler, je pense. Troisième point, poser des questions claires et directes. D'accord? Tout à l'heure, on a vu qu'il faut poser des questions claires avec une intonation qui tient jusqu'à la fin de la question. D'accord? Et maintenant, pour la manipulation, on voit qu'il faut poser des questions claires et directes. Donc, exprimez bien votre idée et votre point, votre problématique dans cette question, que ce soit direct. Quatrièmement, exprimez précisément vos objectifs et vos besoins. OK? Donc, vous évitez le flou, vous évitez l'imprécision et vous allez droit au but. Vous ne camouflez pas vos objectifs et vos besoins derrière autre chose. Cinquièmement, informez votre interlocuteur avec précision sur les délais, les enjeux et les objectifs. Soyez très clair sur les délais, les enjeux et les objectifs. Sixième point, répondez directement, avec concision également, aux questions qui vous sont posées. Vous y répondez directement, vous ne cherchez pas à noyer le poisson. Septième point, passez des contrats avec vos interlocuteurs et respectez les accords conclus. Tenez vos promesses dans ce cas-là. OK? Si vous ne pouvez pas tenir vos promesses parce qu'il y a un fait
qui fait que vous ne pouvez pas la tenir, informez l'autre surtout et dites-lui la vérité. Pourquoi vous ne pouvez pas tenir cette promesse? 8e point, engagez-vous personnellement en prenant position. 9e point, jouez carte sur table, c'est-à-dire exprimer clairement vos objectifs, ce que vous pensez, ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez, les faits, les délais, etc. Soyez vraiment clair et direct, pas de flou, pas d'imprécision. Voilà pour l'étape 2 de cette méthode pour quitter vos attitudes refuge que sont la passivité, l'agressivité, la manipulation, pour adopter un comportement assertif, pour faire preuve d'influence, pour savoir convaincre. D'accord? Et tout en respectant l'autre. Là, l'objectif ici, c'est de respecter l'autre, de conserver une relation cordiale, efficace, constructive avec l'autre. Toujours, l'objectif, c'est toujours de conserver une relation constructive, efficace, cordiale, dans laquelle l'autre personne se sent reconnue, respectée et valorisée. Quand bien même il y a des divergences de point de vue, quand bien même il y a une situation quelque peu tendue, quelque peu inconfortable, d'accord? Quand bien même les demandes peuvent être difficiles à combler, ce sont des demandes auxquelles il vous est peut-être difficile de répondre, ayez en tête de toujours préserver cette relation, qu'elle soit constructive, respectueuse, bienveillante, pour être efficace et créer cet environnement humaniste autour de vous où chaque membre de l'équipe, de vos interlocuteurs, de vos clients, de vos fournisseurs, de vos prestataires se sentent en confiance avec vous lorsque vous communiquez. Ils peuvent vous faire confiance en fait. Et que tout ce que vous allez leur dire par la suite, une fois que cette confiance est installée, vous allez le dire de manière assertive et donc vous allez toujours trouver un moyen de construire une solution ensemble qui conviendra aux deux en mode gagnant-gagnant. Ok? Voilà pour ce que je voulais vous partager sur l'assertivité. Nous venons d'aborder votre assertivité et votre leadership et la méthode en 2 étapes pour développer votre assertivité. Nous avons identifié les 3 situations dans lesquelles vous manquez de comportement assertif, ce qui dessert votre leadership. Les situations tendues, les situations d'inconfort et les situations de divergence de point de vue. Et nous avons abordé également vos 3 attitudes refuge, la passivité, l'agressivité et la manipulation. Puis, nous avons vu comment vous entraîner à passer de la passivité, de l'agressivité et ou de la manipulation à un comportement assertif. Voilà, les Jurinova, vous en savez plus sur la méthode pour développer votre assertivité au service de votre leadership. C'est ce que nous développons ensemble dans l'accompagnement coaching professionnel pendant 4 mois. Nous consacrons 1 mois au développement de votre leadership, de votre assertivité, afin que votre détermination à convaincre, à influencer, vous soutiennent pour obtenir l'adhésion de vos interlocuteurs avec diplomatie, avec tact, bien entendu, par la pratique d'une communication respectueuse, de l'écoute et de l'empathie. L'objectif est de diminuer votre stress, de diminuer votre frustration pour gagner en assurance et en crédibilité. Vous adoptez une posture qui vous permet d'augmenter votre aisance relationnelle. Vous conservez un climat de confiance autour de vous, comme le leader qui est en vous. Vous êtes reconnu et valorisé pour ces qualités humaines dans votre management et vos interactions. J'accompagne en ce moment une responsable juridique, ancienne avocate pendant 10 années et depuis 5 ans en entreprise. C'est une maman de 2 jumelles de 10 ans. Elle prend un nouveau poste suite à une démission et un burn-out avec un arrêt de 6 mois. Elle a pour objectif de développer son assertivité pour ne plus se faire déborder par des demandes incessantes et des horaires non-stop du lundi au dimanche comme elle a connu dans son précédent poste. Auparavant, elle était connectée toute la semaine du lundi au dimanche, donc le dimanche inclus, ce qui l'a conduit à l'épuisement. Nous abordons bien sûr le développement de son assertivité au service de son leadership, avec des situations concrètes qu'elle vit tous les jours dans son nouveau poste. Et nous en sommes au sujet d'oser dire non et de déléguer. À ce niveau, cela lui est très compliqué. Elle n'a jamais dit non de sa vie. Elle n'a jamais été autorisée à dire non lorsqu'elle était enfant. Elle ne s'est jamais donné l'autorisation de dire non depuis qu'elle est adulte. Et elle a délégué dans son précédent poste et une mauvaise expérience avec une erreur de son assistante a coûté très cher à l'entreprise sur une opération de fusion et à sa réputation à elle. Elle est marquée par cette expérience qui l'empêche d'accorder sa confiance aujourd'hui à son équipe, à sa nouvelle équipe, pour déléguer ce qui doit l'être dans ses tâches à elle, dans ses missions, dans ses dossiers,
afin qu'elle puisse se focaliser sur ses priorités, dont le management de son équipe, le management de ses projets et la digitalisation du service. Et également prendre soin d'elle pour avoir cet équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, son besoin de repos, son besoin de passer du temps seul, son besoin de se ressourcer, son besoin d'être en famille, d'être en couple, d'être avec ses enfants. Voilà ce que nous pouvons aborder ensemble en toute confidentialité et dans le cadre d'une bulle de bienveillance pendant l'accompagnement coaching professionnel. Si vous êtes intéressé, j'ouvre une place et une seule en décembre et 4 places en janvier. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site directement dans mon agenda pour l'entretien exploratoire qui est gratuit. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr si vous préférez lire. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit et j'espère surtout que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous toujours sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc, je suis la fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes. Je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai donc exercé pendant 15 années dans un groupe financier international, donc surtout au niveau des fonds d'investissement. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et de coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et donc éligible au CPF pour votre plus grand bonheur, c'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF, ce qui vous facilite quand même le financement. Alors, que ce soit le bilan de compétences qui est calibré pour les juristes, les responsables juridiques, les directrices et directeurs juridiques, que ce soit l'accompagnement à la mobilité, que ce soit l'accompagnement à la prise de poste, ou que ce soit le coaching professionnel sur 4 mois, où on aborde votre gestion du temps, votre gestion des émotions, donc toute votre intelligence émotionnelle, votre assertivité et votre leadership. Et 4e thématique, c'est la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Donc voilà pour les 4 accompagnements que je vous propose. Donc je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify ou Deezer. Cela ne vous prendra que quelques instants et 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi, cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave, hein. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2 à 3 amis, 2 à 3 collègues et puis vous leur diffusez le podcast et moi, de mon côté, et ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn, donc sur mon profil, Cynthia Anison-Lorbert, ou sur Instagram en messagerie privée. Le compte, c'est @Jurinova Consulting. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 30 sur un sujet important pour les responsables juridiques lors d'une recherche d'emploi, votre CV. Bon week-end à tous les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.